Alors, donc, sous réserve que tout soit bien signé en bonne et due forme au mois de mai, nous voici reportés donc à notre deuxième niveau d'intervention, qui est le niveau national. Et donc, nous avons cette année énormément avancé sur ce volet-là, à savoir notre souhait de modifier la réglementation qui pèse sur nos installations, non pas pour avoir des largesses de l'administration, ça ne marche plus comme ça malheureusement, mais pour mettre de la cohérence telle que je disais en introduction. Alors, pour tout vous dire, il n'était pas prévu que les choses se précipitent aussi vite, puisque la logique aurait voulu qu'on attende la fin du premier volet pour être bien sûr d'y aller. Il a fallu un événement externe pour précipiter les choses en plein été l'année dernière, donc au mois d'août. Alors non pas que le ministère adore travailler au mois d'août, mais il était carrément en retard pour la transcription d'une directive européenne avec des pénalités fortes à la clé si ce n'était pas transcrit avant la fin de l'année. Donc, ce qui devait arriver arriva. Quand on s'y prend un peu tard, on fait des copier-coller, on fait des projets de texte qui comportent des incohérences parce que les textes sont compliqués. Et nous nous sommes retrouvés avec la menace d'une transcription d'une directive européenne avec le nom barbare de MCP qui veut dire en fait installation moyenne de combustion, dans lequel nous ne figurons pas dans le périmètre à la base, mais dans la transcription en droit français. Ils ont voulu tout regrouper, faire un texte assez harmonieux, et nos générateurs d'air chaud en flamme directe qui juste là n'avaient pas d'arrêté sectoriel tel que je disais tout à l'heure, se sont vus inclure dans ces textes comme s'il s'agissait de chaudières. Alors évidemment ça pose des difficultés puisque les valeurs qui étaient proposées étaient extrêmement basses. Il s'agissait de réagir assez rapidement avant que tout ne soit ficelé, et donc se retrouve dans les arrêtés préfectoraux. Alors sur le coup, ça fait un peu coup de massue parce qu'on est en train de gérer d'autres dossiers. Puis après réflexion des membres du comité dès le mois de septembre, on s'est dit qu'il y avait peut-être là une opportunité pour passer le cap qu'on essayait de passer depuis un moment et obtenir ce fameux arrêté sectoriel. Alors comment est-ce qu'on s'y est pris? Un des bureaux du ministère, donc en charge notamment de tout ce qui est prévention des risques, d'où l'acronyme PR, lui proposait d'amender notre arrêté générique traditionnel, dans lequel on retrouve des choses célèbres négociées il y a quelques années, les 200 mg de poussière et pas mal de choses, avec la faiblesse à ce qu'un autre texte vienne se mettre par-dessus et nous sorte de ce cas générique. Donc, à cette époque-là, il n'était pas question de modifier la nomenclature traditionnelle ICPE puisque le ministère était en pleine phase d'application de la simplification administrative, donc pas de nouvelles rubriques, c'était exclu. En revanche, il voulait bien bricoler encore une fois l'alinéa 18 de l'article 30, on en est rendu là, pour rajouter des spécificités déshydratation. Alors on ne s'est pas contenté de ça, là on avait été assez ferme, en même temps on avait des éléments pour défendre notre dossier, et on a souhaité, une bonne fois pour toutes, que nous disposions d'une rubrique spécifique, c'est-à-dire que tout notre procédé maintenant soit identifié comme ça l'est au niveau européen, ou en tout cas c'est en cours de validation, dans un chapitre particulier avec quelque chose de clair. La chance qu'on a, c'est que la personne qui nous représente à Bruxelles, que je connais très bien puisque ça fait des années qu'on va faire les MTD, est la personne qui est en train de rédiger le nouvel arrêté. Bon, à force de tourner dans les couloirs, on finit par tomber sur les bonnes personnes et on a eu une très bonne écoute et on nous a facilité la tâche avec la direction énergie-climat qui, elle, est toujours un petit peu plus réticente à nous faire des faveurs. Voilà, donc on a rédigé tous ensemble donc, un projet de décret puisqu'on nous a demandé d'écrire les choses. Comme tout le monde était en retard, la chose la plus facile c'est d'écrire soi-même les textes. Donc on a proposé une rédaction à la demande de la direction du climat pour qu'un décret soit publié de sorte à acter ce basculement et qu'on puisse donc ensuite négocier avec les services ministériels nos nouvelles conditions d'exploitation. Voilà, donc ça c'était au mois de septembre, octobre. Donc l'objectif c'était de sortir de la rubrique combustion que vous connaissez, de créer ou de s'adosser à une rubrique qui existait, en l'occurrence pour les fins connaisseurs du sujet, la 2260, dans lequel on avait déjà tout l'aval du procédé, en plus c'était pas très logique de saucissonner tout ça. Et du coup, en faisant ça, il y a un alinéa dans la directive européenne qui précise que si les installations visées ont leur propre arrêté, elles sont exclues de ce périmètre. Et donc on se débarrassait par la même occasion des contraintes qui nous avaient été injustement posées. Alors tout ça, vous imaginez bien, n'a pas été facile à obtenir.
Finalement, le ministère a présenté, alors vous connaissiez au niveau local le fameux CODERST. Il y a un CODERST au niveau national, c'est-à-dire que même le ministère, quand il veut proposer des évolutions réglementaires, doit passer devant son CODERST à lui, à la dernière tour de la Défense, au dernier étage. Et le 21 novembre, la chef du bureau de la qualité de l'air en personne a présenté notre souhait, notre décret, et qui a été voté d'ailleurs, quand c'est comme ça que ça se passe, qui a été voté sans aucun problème. Et donc c'est maintenant la direction des risques, il faut suivre, c'est pas facile, mais qui a le crayon désormais pour écrire le futur arrêté. Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On ne se tourne pas les pouces. Il y a plusieurs sujets qui ont été lancés, parce qu'il ne s'agit pas de dire moi je veux tant, ou 50 c'est pas assez, ou 40. Il s'agit d'avoir un maximum d'arguments derrière pour pouvoir défendre des positions. Et en l'occurrence, on a lancé un petit peu sur le modèle de ce qu'a fait la commission dans le premier paquet. On s'est comparé, on a tous livré un certain nombre de données sur les performances de nos sites, on les a classées, et puis on regarde à peu près quelles sont les zones acceptables dans lesquelles on peut se positionner aujourd'hui. Alors l'administration ne raisonne jamais de manière statique, c'est-à-dire qu'elle va apprécier le niveau qui est notre aujourd'hui, elle va apprécier dans une certaine mesure l'historique, donc la cinétique un peu de progrès, et elle va évidemment demander à ce qu'on continue à faire des progrès. Voilà. Donc à partir de là, nous on a ça sous le coude, on sait quelles sont les zones d'acceptabilité et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Voilà. Donc actuellement, ce travail est en train d'être fait. Je remercie, alors j'ai vu au moins 2 contributrices fidèles dans la salle, Claire Bollard pour CapDA et Hélène Lecoq pour l'USEAL, qui pourront témoigner que c'est un travail assez lourd à mettre en place. Voilà. Alors, en parallèle, nous accompagnons donc le bureau maintenant des risques pour préparer ce fameux passage en CSPRT d'ici à décembre. Décembre, c'est la date limite de transcription de la directive européenne. Donc on sait qu'en décembre, quoi qu'il arrive, ce texte s'appliquera déjà à tous les gens qui sont concernés par ce qu'on appelle la rubrique 3642, la meilleure technique disponible. Ne l'auront qu'en référence, je vais l'expliquer juste derrière. Donc par exemple, un site comme Bagnolet-Juif que j'ai vu ici va pouvoir se caler sur ces nouvelles prescriptions. Donc maintenant, les enjeux à venir, alors c'est quasiment fait, mais alors là, on vous le dira quand c'est totalement fait, enfin on vous affichera les chiffres quand ce sera totalement acté. Nous espérons obtenir un certain nombre de valeurs limites qui font quasiment consensus et pour lesquelles on nous demande des informations complémentaires. Là, on arrive vraiment aux travaux de décembre, avec des conditions d'autosurveillance cohérentes. Donc ça entend qu'on puisse rationaliser aussi nos coûts de suivi, donc éviter qu'on nous dise vos COV, vous allez me mettre une mesure en continu ou je ne sais quelle mesure. Donc il faut démontrer en fait que c'est inutile, ou en tout cas qu'il y a des meilleures façons de faire. Donc tout ça devrait être dans le projet qui est en cours d'écriture. L'objectif, c'est de pouvoir s'inscrire dans le temps, cette fois-ci, que ce soit stable et qu'on ne soit plus dépendant d'aléas tels qu'on en a eu subi au mois d'août. Voilà. Alors la dernière étape, c'est pas la moindre, c'est même la plus importante. On en parlait encore hier avec nos collègues sucriers. C'est qu'une fois que ce texte existe, donc il va passer, alors là c'est un peu plus technique, mais il va passer en régime de l'enregistrement. La plupart de nos sites ont leur propre arrêté aujourd'hui d'autorisation. Donc il faudra encourager l'administration locale à s'inspirer de ce texte qui fera référence à l'avenir en cas de modification, mais d'aller le plus vite possible, de converger le plus vite possible dans les autorisations actuelles vers les prescriptions qui auront été décidées. Ça, on a trouvé un moyen de le faire assez efficace. Donc avec la personne du ministère, on est en train de préparer une foire aux questions destinée aux inspecteurs, de façon à ce que les nouveaux arrivants puissent constater qu'il existe un arrêté d'enregistrement et qu'il est pertinent de faire converger toutes les autorisations vers là le plus rapidement possible. Ça, c'est une bonne technique parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de turnover dans l'administration, sans doute beaucoup plus qu'avant, et on a pas mal d'inspecteurs qui arrivent sans connaissance de nos installations. Ça leur rend service d'avoir un cadre clair et ça nous rend service de ne pas avoir d'arbitrage qui nous défavorise.